sommes engagés. Public. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, c'est Louis-Philippe Valiquette au micro, puis aujourd'hui on reçoit la députée de Gaspé pour le Parti québécois, Mégane Perret-Melançon. Bienvenue Mégane, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un privilège pour moi d'être invitée au micro des engagés publics. C'est toujours vraiment dynamique, puis ça nous permet d'aller au fond des choses, de parler plus en profondeur de la vie de député, puis des enjeux comme on va faire là. Donc, très intéressant. Fait que moi, je suis un nouvel arrivant là, en Gaspésie. J'ai déménagé au mois de janvier. Ça fait pas très longtemps, donc. Fait que premièrement, je voulais savoir qu'est-ce que je dois savoir à propos de ma députée. Sur la députée, en fait, je suis, comme tu peux voir, on est dans à peu près la même génération. Ouais. Et c'est un petit peu... j'ai été prise par surprise d'être... qu'on m'attire dans ce milieu politique-là assez tôt dans mon parcours. Donc, j'ai enfin acquis un petit peu plus d'expérience et je dirais, de confort dans mon rôle de député parce que je pense que ça s'apprend sur le tas. Et même quand on a un gros bagage professionnel, le travail de député, il est exigeant. Il faut connaître tout sur beaucoup d'aspects, beaucoup de dossiers au niveau régional, mais également national, comme on le dit, parce que j'ai beaucoup de chapeaux comme porte-parole également. Donc, c'est ça, jeune députée, formée en administration des affaires à l'Université Laval. J'ai aussi un profil en cinéma aux études collégiales et également en tourisme. Alors, j'ai voyagé, j'ai fait aussi, c'est ça, un petit peu de travail dans le domaine culturel, touristique. Et là, maintenant, je suis 100% engagée dans le développement régional et ça me fait plaisir. En fait, c'est ça qu'on doit savoir de la députée de Gaspé. C'est vraiment ma passion pour la Gaspésie. Puis c'est ça qui m'a amenée en politique, c'est de vouloir plonger là-dedans puis d'en faire le maximum pour aider la région à fleurir, à se développer et que les gens vivent bien chez nous. Bon, puis en arrivant dans la région ici, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Bon, j'ai commencé à apprendre une couple d'affaires, là. Par exemple, il neige pas mal, ce qui est pas évident dans un déménagement, mais à part de ça. Bien, moi, je trouve que le visage de la Gaspésie a beaucoup changé dans les dernières années. C'est une grande force, justement, d'attractivité. On le voit avec des stratégies qui ont fait leurs preuves. Là. Vivre en Gaspésie a réussi à amener beaucoup de jeunes revenir travailler dans la région, soit des gens qui ont quitté pour les études ou même des gens de l'extérieur, carrément, qui décident de refaire une vie en région. Donc, la région se modernise beaucoup. On a quand même pas mal de services aussi dans une ville comme Gaspé, là. On a une école à proximité, l'hôpital, l'aéroport pas loin. On a même le centre de ski dans la cour, quasiment. Nous, c'est ça, exactement. Donc, il y a beaucoup à faire au niveau des activités. L'offre culturelle aussi, je trouve, qui est assez dynamique et variée. Des festivals, des spectacles. On a une nouvelle salle ici, c'est des spectacles. Donc là, je parle vraiment très local là, à Gaspé. Mais ce qui nous démarque, c'est encore le fait qu'on soit plongé, on se fond dans un décor qui est féerique là, à toute saison, qu'on est entre mer, montagne, lac, rivière, on a de tout. Donc, des gens qui sont passionnés par la pêche, la chasse, la motoneige, mais aussi la randonnée pédestre, la randonnée en raquette, en ski de fond, tout ça. C'est très varié. Je pense que chacun peut trouver son compte, finalement, dans une région comme la Gaspésie. Ouais, c'est vrai, tu parles d'activités comme juste en une semaine, tu peux facilement faire 4-5 activités, puis c'est vraiment fou de voir que tu es directement dehors de chez vous, tu n'as pas besoin de t'organiser ta journée, ton transport, tout ça juste pour pouvoir aller faire quelques heures de plein air, tu sais. Oui, il faut s'organiser, je pense, un peu plus quand on est dans des régions plus urbaines parce que on va planifier un week-end, donc on s'en va en nature, alors que là, on est dans la nature. Donc, une journée de travail peut se terminer dans un 5 à 7, un souper sur le bord de la mer où puis on décroche complètement du travail, même si on est en pleine semaine. Donc, ça, je pense que c'est une des forces de notre région. Encore plus le fait que maintenant, on a des occasions de télétravail. Donc, je pense que ça va amener une belle diversité encore de gens qui vont venir s'additionner à toute la population qui continue de grandir là, en Gaspésie. Bon, dernièrement, il y a eu une grosse croissance de la population par rapport à ce qu'on était habitué. On était normalement dans le négatif, si je ne me trompe pas. Oui, ça fait,
Je pense que c'est la 3e année, je crois, que le solde migratoire, le seuil est positif. Mais là, c'est dans toutes les MRC de la Gaspésie. Donc, vraiment, même les endroits où c'est un peu moins vitalisé, que la population est plus vieillissante, on voit quand même aussi une montée des nouveaux arrivants. Donc, c'est vraiment encourageant. Je pense que tout le monde réussit à bénéficier de cette croissance-là. Il y en a plus que d'autres, là, comme Gaspé. Et ça amène son lot de défis aussi au niveau des logements, des places en garderie. C'est notre combat là, de tous les instants présentement, là, autant les élus municipaux que les élus de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que c'est quand même mieux de pouvoir travailler sur cette croissance-là que de se battre pour conserver les acquis puis toujours être dans, d'essayer de défendre le potentiel des régions. Je pense qu'on a réussi à bien démontrer le potentiel, mais maintenant, il faut travailler à le faire croître. Donc, c'était des beaux défis pour des élus. La dernière fois qu'on t'avait interviewé avec Denis, tu disais que tu étais quelqu'un qui voulait rester très proche des gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire? Oui, pour moi, c'était important, en fait, de rester sur le plancher là, des citoyens, avec les gens, parmi les gens. Moi, dans un festival, même s'il y a une loge VIP, là, c'est bien rare que je vais rester là toute la soirée. Je vais aller dans la foule. J'aime rencontrer des gens. Je suis très ouverte, là, toujours partout où je vais. Et je fais même des initiatives qui sont pas... c'est volontaire pour moi d'avoir des projets pour me rapprocher des citoyens. Donc là, je viens tout juste là, cette semaine, on est en pause parlementaire, donc je profite toujours de ces semaines-là pour visiter des gens. Et là, on fait un tournage vidéo pour un peu montrer là, à la population et au gouvernement que nos aînés, ils ont de la difficulté, là, notamment l'accès aux soins de santé, mais aussi financièrement, ils en arrachent beaucoup. Donc, j'ai voulu aller à la rencontre de ces gens-là pour essayer de leur donner ma voix, finalement. Donc, ça, pour moi, c'est encore quelque chose qui m'anime beaucoup. Puis, j'espère que toutes les années que je serai là, ce sera encore ce qui dicte ma façon de faire. Puis, je me demandais si, au final, être parlementaire, est-ce que ça répond un peu à ce à quoi tu t'attendais? Je m'attendais... j'ai été attachée politique, hein, donc le travail de circonscription, je le connaissais quand même assez bien, les enjeux aussi, le réseautage, beaucoup de travail de représentation, ça allait. Mais l'aspect, des travaux parlementaires, siéger sur des commissions, étudier des projets de loi article par article, tout décortiquer ça sans avoir un profil ou un parcours qui me permette. Beaucoup de gens ont étudié dans le domaine du droit et moi, je partais avec un tout autre bagage. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir une équipe qui est là dans l'aile parlementaire, qui nous aide à faire un travail de recherche, un travail pour s'assurer qu'on mène bien nos dossiers de front. Mais ça, c'était le côté qui était pour moi, qui était nouveau, puis avec lequel je dois encore là, améliorer, travailler très fort pour bien rendre mon travail. Ouais, je comprends, c'est quelque chose d'assez unique. Hein? Il n'y a pas vraiment d'autres jobs qui te permettent de faire quelque chose de semblable à ce que fait un député au jour le jour. Non, aucunement. Puis, on est toutes sortes de profils de députés. Il y en a qui ont plus d'aisance aussi à parler très longtemps, faire des grands discours. Là. Puis ça me fait rire, ça me fait sourire, mais en même temps, c'est une force que certains députés ont. Puis on doit beaucoup faire d'interventions au Salon Bleu. Là. Des fois, il faut tenir le temps qu'on appelle en politique, donc faire des 20 minutes sur toutes sortes de sujets. Puis là, on te pitch un peu là, parce que c'est pas toujours sur ton projet de loi que tu dois intervenir. Donc là, va parler là, du projet de loi sur les nouveaux calculs pour les tarifs d'hydroélectricité, en fait. Là, ça revient. C'est pour ça que je l'ai en tête, parce que celui-là, j'avais dû intervenir, puis c'était assez complexe. Puis maintenant, on voit les effets du projet de loi. Là, maintenant qu'il y a l'inflation de 5 %, les tarifs vont suivre cette inflation-là. Donc, on va avoir des grosses augmentations. Et je me rappelle l'avoir plaidé contre. Le projet de loi est là. Voilà. Ouais, je pense que ton intervention sur ce point-là, c'était une promesse du PQ qui demanderait de geler les tarifs. Là. Oui, c'est ça. On demandait à ce que toutes les sociétés d'État gèlent les tarifs. Donc, parce que là, présentement, tout augmente. Là, puis les portefeuilles des Québécois, leur pouvoir d'achat diminue vraiment
de façon importante. Donc, on verra ce que le budget va nous apporter de bon à la fin mars. Mais en tout cas, on fera quelques représentations avant. Bon, je voulais te demander aussi, comment est-ce que tu as trouvé ton accueil comme nouvelle jeune députée à l'Assemblée nationale? Est-ce que tu es arrivé comme si tu avais toujours été là ou c'était un peu plus difficile de s'intégrer? C'est quand même un milieu qui est relativement fermé. Oui, c'est vrai, on est 125 députés. Il y en avait une soixantaine, même 70 et plus de la CAQ, d'un même parti. Donc là, il y a déjà quand même... Oui, c'est ça, des clics. 4 partis à l'Assemblée nationale, ce qui était une nouveauté aussi, avec le Québec solidaire qui a fait élire plus de députés cette année. Donc, c'est mandat-ci. Mais en même temps, il faut se rappeler que j'avais été élue au Palais de justice 10 jours plus tard que tous les autres. Ça m'avait fait, finalement, ça avait donné place à une entrée assez remarquée. On avait une journée de formation. Donc, je pense que je me suis fait remarquer assez tôt. Ouais. Puis... mais ça m'a ouvert des portes parce que je suis pas quelqu'un qui est très, très partisane là, dans tout ce que je fais. Là. J'essaie toujours quand même de garder des bons liens parce que en région, quand on a des représentations à faire puis des dossiers à travailler, il faut pouvoir avoir des bons liens quand même avec les membres du gouvernement. Donc, j'ai toujours dit qu'il fallait être capable de bien doser quand c'est correct de faire de la partisanerie à certains moments, mais d'autres, il faut être sérieux, puis il faut travailler, puis avoir le respect de ses collègues. Donc, je pense que je pense que l'accueil a été bon. Puis, c'est aussi, je pense qu'avec mes 2 nominations comme étoile montante du palmarès de la presse, c'est les élus qui votent pour leurs collègues. J'ai seulement 6 collègues du Parti québécois, donc c'est pas juste eux autres qui ont voté. Donc, il y a forcément des gens qui apprécient. C'est ça. Mais oui, j'imagine que le travail est apprécié, puis tant mieux. Je pense que c'est bon pour la population dans ce temps-là. Puis en parlant de tout ça, c'est quoi l'impact que tu peux avoir en tant que membre d'un groupe d'opposition? Là? Tu sais, quelle place est-ce que vous êtes capable de prendre à 6? Là, on est 7 avec moi. Il faut pas oublier. 6 plus moi, donc tous les membres sont importants. Je pense que dans le contexte de la pandémie, je maintiens ma position qu'on a été chanceux d'être en quelque sorte dans l'opposition et de pouvoir sortir quand, on a un cas là, en un mois, on peut pas être autant confiné qu'ailleurs à Montréal où est-ce que c'est les zones chaudes, puis là, il n'y a plus un enfant qui joue à son sport. Puis, tu sais, il a fallu quand même arriver avec des demandes qu'on revienne au système de palier d'alerte, tout ça, la question des barrages. Donc, je pense que d'avoir eu une voix dans l'espace public, d'avoir pu prendre les médias, de faire des entrevues, de m'exprimer librement à l'opposition, ça a pu aider dans certains cas. Donc, c'est sûr que d'être un membre du gouvernement aussi, ça a ses avantages, mais dans ce cas-ci, tu sais, faut toujours parler plus fort, faut mettre de la pression, il y a des enjeux de transport, là, même si on avait eu un élu de la CAQ, là, je suis pas sûre qu'on aurait eu le retour du train plus vite, puis même encore moins, parce que là, on la met la pression, puis même chose pour le transport aérien, les places en garderie, j'ai fait une mobilisation, j'ai montré les visages des parents, de dire qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie sur le marché du travail, de quoi on se privait comme société. Donc, toutes ces mobilisations-là, je pense que ça me permet d'aller chercher, d'aller frapper à des portes puis aller chercher, là, des fois, à changer les décisions du gouvernement. Donc, ça a été, je pense, pour moi, un avantage, un atout dans ce mandat-ci. Oui, je pense que c'est un bon point. Surtout pour ce mandat-ci. On s'entend que c'est un mandat assez particulier. Là. Vous avez eu à comme traiter puis réagir sur des questions tout à fait différentes que les autres mandats auparavant. Ah, c'est sûr. Normal. Les restaurants, au niveau économique, durant le mandat, j'ai eu la responsabilité des dossiers d'économie, des PME, de la relance. Donc, c'est là que je suis entrée en jeu pour essayer d'avoir des aides... des vraies aides gouvernementales pour nos restaurateurs qui étaient complètement fermés.
Donc, je pense que oui, il a fallu parler au nom de tous ces gens-là là, qui se sentaient un peu brimés dans leurs droits, d'essayer d'assouplir un peu aussi certaines mesures qui étaient, je pense, pas bien adaptées à la réalité ou au contexte sanitaire de la Gaspésie. Donc, on a certainement eu des gains là, à ce niveau-là. Oui, comme tu dis, le gouvernement, il voit des chiffres de cas faramineux arriver à Montréal, puis c'est facile de prendre des décisions unilatérales qui finissent par affecter tout le monde. Oui, c'est plus facile, c'est sûr, de faire du mur à mur, mais ça nous a jamais très bien servi le mur à mur dans les régions. Donc ça, c'est sûr que je serai toujours là pour le rappeler. Fait que la dernière fois, tu nous avais aussi parlé de la façon là, dont les régions ont été desservies. On avait parlé de la stratégie du Parti libéral là, qui était, disons, moyenne. Je voulais te demander, est-ce qu'avec la CAQ, est-ce que ça s'est amélioré? J'avais plus d'espoir que ça, je dois l'avouer, parce qu'on a entendu souvent la CAQ se proclamer parti des régions. Ils ont quelques députés dans des régions du Québec. J'aurais cru avoir une meilleure sensibilité de ces enjeux-là de la part de la CAQ. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est reflété dans leur gestion, ni de la pandémie, ni de tous les dossiers, là. Quand on a décidé de se lancer à fond dans le projet des maternelles 4 ans, alors qu'on savait très bien que les listes d'attente augmentaient dans toutes les catégories d'âge, surtout les bébés naissants qui n'avaient pas de place en CPE. Je ne comprends pas cette décision-là. Puis c'est sûr que ça a un impact sur le développement régional parce qu'on ne peut pas accueillir des jeunes familles si on n'a pas de place pour garder leurs enfants. C'est absolument illogique. Donc, il y a certains dossiers qui ont traîné en longueur, qui ont amené des contraintes dans le développement de notre région. Puis je suis convaincue qu'on aurait pu faire d'autres choix ou on a sonné l'alarme, mais on n'a pas eu l'écoute nécessaire là, pour aller pour répondre à certains enjeux, là. Donc, c'est ça. C'est dans le mur à mur, on est encore beaucoup là-dedans. On a remplacé dans toutes les instances, là, on a remplacé certaines instances, mais on n'est pas allé au bout. La seule promesse pour les régions qui a été faite, c'est les fonctionnaires, les 5000 fonctionnaires déployés dans les régions. Encore là, ce qu'on voit de l'annonce, c'est pas totalement convaincant. On crée encore des bureaux très centralisés dans 2 villes en Gaspésie. Et là, on dit qu'il y aura du télétravail à travers ça, mais aucune garantie jusqu'à maintenant. Donc, c'est un petit peu difficile de les suivre. Oui, l'annonce, là, ils vont en faire 5000, mais il y en a qui sont déjà arrivés, fait qu'on va les compter, puis il y en a qui vont ci puis ça, fait que c'est 5000, mais c'est pas 5000. Oui, c'est ça. Oui. Puis dans leur calcul, là, au départ, il faut rappeler qu'ils calculaient Longueuil comme étant un fonctionnaire qui est délocalisé là, en région. Donc, il a fallu ça aussi rappeler que Longueuil n'est pas, n'est pas vraiment une région éloignée. Nous sommes engagés publics. Bon, un des sujets forts ici, c'est le transport. Fait qu'on peut parler du train, on peut parler de l'avion, etc. Mais on peut aussi parler juste de la route 132 qui pose des défis. Bien, c'est notre seul lien, la 132. Puis on peut même pas dire que le lien est fiable à 100%. Il arrive une grosse tempête dans le secteur de la Haute-Gaspésie qui est plus fragilisé par le contexte géographique. On peut facilement être isolé quelques jours. C'est déjà arrivé dans les dernières années. Marsouis avait été isolé. Du reste, on a failli le revivre à l'automne dernier. Et encore là, on n'a toujours pas de comité sur la 132 pour être capable d'agir lorsqu'il y a urgence. Où est-ce qu'on les contourne? Y a-t-il une voie qui existe? Comment on fonctionne pour que les gens puissent encore aller aux urgences s'ils ont besoin? T'sais, tout ça, pour moi, j'ai fait la demande au ministre Bonnardel. Je l'attends toujours, cette réponse. Le transport aérien, on paye encore une fortune. Là. Je ne me répéterai pas là, sur toute la situation. On la connaît très bien. Et on se prive de gens, soit des entrepreneurs, des investisseurs, des travailleurs, de toutes sortes de monde qui seraient sûrement intéressés à venir si on était capable d'utiliser les transports aériens plus facilement. Oui, c'est vrai. Si on prend quelqu'un comme dans ma situation, bon, je suis en télétravail, mais je dois aller à Montréal à peu près une fois par mois. Si la 132 n'est pas disponible, ben là, l'avion, ça reste super cher, puis il n'y a juste comme pas vraiment d'autres options, là.
On est moins bien servi qu'il y a une quinzaine d'années, là. Donc, il faut dire que là-dessus, on a des grosses attentes. Et c'est quand même triste que ce soit toujours les mêmes enjeux qu'on doit répéter. Le député précédent faisait les mêmes demandes là, il y a 6-7 ans passés. Donc, c'est ça. Mais il y a d'autres enjeux qui se sont rajoutés, je dirais, ou qui se sont accentués, comme l'habitation, le logement. Gaspé a connu une pénurie avant les autres endroits, mais là, pas mal toute la région y goûte. Il n'y a pas plus de construction de logements sociaux. Ça amène une pression parce que là, on n'a pas de logement abordable ou pour les personnes à faible revenu. Tout le monde vit la hausse des loyers. Et c'est ça, comme je le dis, il n'y a pas assez de logements qui se créent. Et pas assez de construction. Est-ce qu'on serait capable éventuellement d'avoir des mesures pour rendre plus accessible la propriété aux jeunes familles, jeunes professionnels? Tout ça, pour moi, il faut se pencher là-dessus très sérieusement et rapidement parce que, encore une fois, c'est du développement qui ne se fait pas, là. Ouais, quand on pensait venir, on s'est dit, au pire, on va louer, mais au final, c'est pas mieux. Ah non, en ce moment, c'est ça. Je pense que c'est 0,3 les loyers de 2 chambres et plus. Donc 0,8 là, pour tout le secteur de Gaspé, mais c'est ça. Pour quelque chose de 2 chambres et plus, là, on tombe presque 0. Là. Ouais. On s'entend qu'à Gaspé, il n'y a pas énormément de construction. Il y a des gens qui s'en viennent pas mal. Il y a des gens en télétravail, mais aussi des nouveaux employés du provincial. On a aussi l'usine de pales d'éoliennes de LM Wind Power qui a grandi énormément. Je pense que le PQ a une proposition pour essayer de freiner un peu cette crise-là. Oui, on est en rédaction d'un projet de loi pour permettre à toutes les municipalités de se prévaloir d'un droit de préemption qui existe dans la ville de Montréal. Et ça, ça permet d'être le premier acheteur sur un bien immobilier ou un lot. Donc, une ville va repérer là, des secteurs sur son territoire qui auraient un potentiel pour des projets de logements sociaux. Puis, une fois que le propriétaire de l'immeuble veut le mettre en vente, bien là, la ville est mise au courant. Ou bien, bon, il y a toutes sortes de façons de faire. Il y a la France qui est différente du règlement de Montréal, donc on est en train d'évaluer tout ça. Mais pour justement qu'une municipalité ait un outil légal pour mettre la main avant d'autres privés, en fait, d'autres propriétaires là, qui voudraient faire peut-être convertir des logements sociaux en autre chose ou bon, que ça amènerait à de la spéculation ou des hausses de loyer, bien là, on viendrait stopper ça là, en maintenant, en préservant ou en créant des logements sociaux, finalement. Puis, est-ce qu'il y a des enjeux qui ont progressé positivement dans les dernières années, selon toi? Je trouve que la région on dirait qu'on accueille beaucoup de jeunes entrepreneurs de plus en plus, puis ça amène une belle dynamique. Qu'on pense ici là, autour au Gym Le Garage ou à Chacun sa bête, qui est une boutique pour accessoires pour animaux. Il y a une boulangerie, un café qui vient d'ouvrir aussi sur la rue de la Reine. Donc, je trouve que de plus en plus, je pense que c'est accessible pour les jeunes de partir en affaires, mais il faudrait encore une fois tout s'assurer d'avoir un bon accompagnement. Mais on a des partenaires vraiment dynamiques aussi dans la région. Une chambre de commerce qui est impliquée. Il y a un beau réseautage qui se fait de plus en plus. Les SADC, SADC, MRC sont vraiment aussi très accessibles. Donc, je pense que ça, c'est une des forces présentement. De sortir un peu du modèle économique qui est basé sur les grandes usines qui nous amènent beaucoup d'emplois, qui était ça là, à l'époque dans la Gaspésie, mais on a vu aussi des fermetures qui ont fait énormément mal. Chandler, la mine Murdochville. Donc là, on le voit là même avec le développement de Murdochville qu'il y a de la place pour développer des projets. Donc ça, c'est un gros potentiel qu'on a en région. Fait que si on parle un peu d'avenir, c'est quoi le dossier qui serait le dossier fort pour toi? En termes de développement, je pense que la région a tout ce qu'il faut pour bénéficier de ce virage énergétique qu'on doit commencer là, à emprunter au Québec. On s'est positionné sur l'éolien, mais on a tout ce qu'il faut pour la biomasse, pour l'énergie solaire aussi, qui est de plus en plus étudiée, avec le Centre Energica qui s'est diversifié. Donc, je crois que ça, on va pouvoir faire partie de cette transition juste
et donc pouvoir fournir en électricité tout le Québec, l'électrification des transports et tout ça. J'espère en fait qu'on va pouvoir mettre la main sur d'autres grands projets comme le temps où Bernard Landry a cru en la Gaspésie pour venir installer la filière éolienne, puis ça nous a amené tout ce développement-là qui est super important maintenant dans notre région. Donc ça serait un aspect, mais c'est sûr qu'on a d'autres forces, là. Ben oui, le tourisme va toujours rester aussi, puis si on est capable de le développer 4 saisons, ce qui est de plus en plus le cas, mais qu'on modernise nos infrastructures, qu'on ait une offre qui répond à ce que les gens à l'international souhaitent. Il faut toujours en mettre plein la vue en tourisme. Donc, je pense que ça, en Gaspésie, on commence vraiment à être bon là-dedans. Mais encore, je pense qu'il va falloir vraiment décentraliser non pas seulement le pouvoir, pas seulement des fonctionnaires, mais le pouvoir et des budgets aussi. Parce que souvent, on a des beaux projets comme investir dans les Chic-Chocs. Il y a un beau projet en Haute-Gaspésie pour relancer les Chic-Chocs. Mais il faut toujours un peu se vanter, faire des représentations à pu finir au gouvernement pour aller chercher des grosses sommes. Mais si on était capable d'avoir des budgets, qu'on décide de prioriser tel projet ou un autre avec des fonctionnaires vraiment en région, ben on serait capable d'avoir vraiment modernisé nos projets, nos infrastructures, puis avoir une offre qui est absolument grandiose parce qu'on a l'expertise, on a les gens qui travaillent sur ces projets-là, mais il faut toujours aller chercher des fonds partout, puis ça devient complexe, là. Ouais, je comprends. Au lieu que le monde aille voir directement toujours à Québec pour avoir du financement, il faudrait trouver un peu une autre chose, une autre stratégie. Qu'on ait des fonds 100% région, tu sais. Qu'on s'organise, on a ce qu'il faut, on veut pouvoir se gérer. Il faudrait que les régions puissent être maîtres chez elles. Moi, c'est ce que je souhaite pour notre Québec. Puis c'est pour ça que je crois au projet d'indépendance, parce que c'est sûr que si on enlève un palier puis qu'on aurait plus de budget à envoyer dans nos régions, on aurait besoin d'avoir des assemblées régionales, une assemblée nationale, mais aussi donc que la démocratie se rende jusque dans les régions, puis que on ne soit pas tous un peu, chaque individu à essayer de tirer de chacun de notre côté, là. Qu'on ait une vraie concertation puis qu'on se gère, là. Mais puis je pense qu'on serait capable. Donc, le message est lancé. Puis c'est ce que je nous souhaite. Bon, là, les élections vont s'en venir. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais je me demandais ce serait quoi tes projets d'envergure là, pour le PQ puis pour toi pour ces élections-là? On est beaucoup dans la justice sociale et dans les domaines de l'environnement, les régions aussi. Donc, je dirais que c'est pas mal nos gros piliers. C'est sûr que l'indépendance du Québec, c'est notre projet phare. C'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous oriente dans tout ce qu'on veut comme politique au Québec. Mais vraiment, c'est ça, la transition écologique, aussi toute la question de la justice sociale, que personne ne soit laissé de côté finalement dans le développement de la société et le développement régional. Je pense que c'est des gros piliers. Je suis contente en fait d'être dans un parti qui croit au potentiel des régions. Puis c'est pour ça aussi que je me rejoins dans ce parti-là beaucoup. Donc, je dirais que c'est ça qu'on a le plus. Puis là, on pourra avoir une plus grande... Ça prendra plus de temps pour parler des plans d'action dans chacun des projets, mais je vous dirais que c'est ça vraiment l'orientation. Puis ça fait partie de la déclaration de principe. On a travaillé fort pour relever un petit peu le parti là, après l'élection de 2018. Donc, on a allégé les statuts pour participer au projet, participer au parti, s'impliquer. Tout ça, c'est de plus en plus... on s'est simplifié la vie et on s'est donné vraiment une déclaration là, avec toutes les valeurs vraiment du parti. Donc, je dirais que c'est ça. Fait que là, c'est pas pour être défaitiste, là, pas du tout. Là. Mais bon... Dernièrement, il sortait un sondage qui donnait 10% au PQ. Pour moi, les sondages, c'est pas nécessairement super indicatif des potentiels résultats, surtout aussitôt. Les partis ont des propositions à faire aussi pour gouverner le Québec. Puis je pense que ça vaut la peine de tendre l'oreille parce qu'on a chacun notre façon de voir les choses, une vision claire. On aura des plateformes aussi. Je sais que des fois, c'est difficile comme électeur là, de se retrouver dans chacune des propositions des partis. Mais une fois que tout ça va vraiment être plus proche là, de la date d'élection, je pense que on aura peut-être... Puis j'aime pas trop commenter non plus les sondages. Je me dis, tu sais,
est-ce qu'on se fie à un sondage ou est-ce qu'on se fie au travail qui a été fait par sa députée pendant 4 ans? À un moment donné, j'aime mieux me fier sur du concret que sur de l'hypothétique, là. Donc, voilà. J'aimerais qu'on revienne un peu au début, reparler un peu de la Gaspésie puis de ton travail. J'ai vu que tu publiais une revue de presse. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Bien, nous, à l'interne, chaque matin, je reçois ma revue de presse qui est concoctée par mon équipe. Plein d'informations qui est intéressante pour mon travail, puis pour les dossiers qu'on pilote. Mais il y a aussi toujours une section des articles que j'ai eus, toutes les entrevues que j'ai faites dans une journée. Mais là, on s'est dit, c'est de l'information quand même assez précieuse pour les gens qui veulent suivre le travail que je fais parce qu'on se perd assez vite là, sur les réseaux sociaux. Il y a tellement d'informations en même temps, de plein de sources différentes. Puis on ne se retrouve pas toujours là-dedans. Donc, pour ceux que ça intéresse, en fait, j'ai lancé l'idée de recueillir leurs coordonnées, puis on leur envoie là, mensuellement une revue de presse qui contient toutes les sorties que j'ai faites, autant dans mes dossiers au national que pour les enjeux locaux. Donc, les gens sont bien contents de ça. Ça avait commencé avec un résumé de la semaine de qu'est-ce que je fais à Québec, parce que ça aussi, ça reste à démystifier le travail d'un député. Bon, on sait que Mégane part à Québec, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait. Mais elle est là pour nous représenter. Il faut quasiment faire confiance aveuglément à nos représentants. Mais je me suis dit, ben pourquoi pas dire un petit peu, en résumé brièvement sur quoi je travaille à Québec quand je suis pas là. Fait que j'avais reçu aussi des bons commentaires. Fait que j'essaie vraiment de m'améliorer au niveau des communication, comment je diffuse l'information, parce que au niveau du travail, je pense que j'en fais vraiment au maximum de mes capacités physiques et mentales. Mais c'est toujours dans comment on diffuse l'information que c'est pas toujours facile de rejoindre tout le monde, parce que même, encore une fois, les aînés sont pas tous sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il faut vraiment essayer d'être partout en même temps. Et c'est ça la nouvelle réalité d'être un politicien en 2022. Oui, je pense qu'on est un peu choyé ici à Gaspé. Là. On a quand même une scène médiatique qui est assez diversifiée. Ah, vraiment. Écoute, on a des radios communautaires, des télévisions communautaires un peu partout dans les MRC. On a Radio-Canada, TVA, on les a tous. Vraiment, c'est beaucoup de travail de faire des entrevues pour chacun, mais en même temps, tout le monde réussit à avoir la même information. Puis, on a des bons journalistes de qualité. Des petites équipes qui en font beaucoup. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir des médias indépendants et en région qui peuvent être une bonne source d'information pour les gens de la place, pas seulement entendre parler du trafic sur le pont Champlain. Donc, on est très chanceux, mais il faut qu'il y ait le budget nécessaire là, pour exister, parce que malheureusement, au niveau de la presse écrite, il y a eu beaucoup de fusions, puis on a perdu beaucoup de grands joueurs. Oui, j'ai vu, mettons, le Graphici, mais bon, je ne sais pas trop s'il y en a beaucoup plus là, dans le coin. Bien, avant, on avait le Farillon, on avait plus de petits journaux un peu partout qui, finalement, se sont intégrés dans le Gaspésie Nouvelle. C'est qu'il y a eu beaucoup de fusions, puis maintenant, de moins en moins d'éditions. C'est ça, notre feuillet de journal a diminué parce qu'il y a moins de subventions, moins d'employés. Fait que ça c'est le côté triste, mais on se rattrape ailleurs. Oui, puis aussi les médias indépendants qui viennent dans les bureaux des députés, faire des entrevues, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis on les prend tous, hein. C'est toujours le fun de diversifier nos sources. Puis c'est ça, je trouve que c'est tellement important, en fait, qu'on continue de subvenir à leurs besoins. Ben, fait qu'on arrive à la fin de l'entrevue. Déjà? Oh, ça a passé vite. Ben oui. Ben moi, je peux pas encore annoncer au micro mes intentions pour 2022, mais au moment où ça va sortir, je crois, là, le temps de faire le montage, je sais pas c'est quand que c'est prévu, la date de diffusion, mais vous devriez déjà connaître mes intentions au moment où ça va sortir. Mais je pense que c'est pas une grosse surprise pour personne. En tout cas, ceux qui m'ont vu aller puis avec qui j'ai parlé récemment, ils savent que le feu est encore là. Puis c'est ça. Donc, ça risque d'être pas surprenant pour les gens de la circonscription.
Ben, merci beaucoup, Mégane Perret-Melançon, députée de Gaspé, d'avoir été des nôtres. Merci aux auditeurs. Si vous avez aimé notre entrevue, il y en a plein d'autres. Donc, allez nous suivre sur Facebook, sur toutes les plateformes de diffusion de balado, sur YouTube ou sur notre site web à engagerpublicavecdes.com. Merci beaucoup. À la prochaine.